Je pense que c'est un préjugé de penser qu'en VC, c'est un métier où juste on va prendre des cafés. Je pense qu'il faut être hyper organisé et ce qui est un peu difficile, c'est un peu de passer du coq à l'âne. Moi, j'ai grandi avec un père qui était dans l'écosystème, donc depuis mon collège, en fait, j'écoutais BFM Business dans la voiture, j'entendais les success stories du début de la French Tech. Donc j'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat. À 14 ans, j'ai ma première idée de start-up. En tant que VC, si on veut exceller, il faut être bon dans une de ces trois missions. La première, c'est sourcer des deals. La seconde, c'est analyser et sélectionner, donc c'est-à-dire à la fois analyser les deals et les gagner. Et enfin, l'accompagnement à long terme des entrepreneurs. Et je pense qu'il faut être excellent dans une de ces trois verticales. Et moi, ce qu'on m'a toujours appris, c'est un peu qu'il y avait trois éléments à regarder en seed stage. C'était la tech, donc est-ce qu'il y a des vraies barrières à l'entrée, la team, et ça pour moi c'est limite le critère 1, et enfin le TAM, donc le Total Addressable Market. Je pense qu'il faut, pour se démarquer en VC, essayer de créer des initiatives, rejoindre des assos entrepreneuriales, prouver qu'on a un côté aussi entrepreneurial, ça plaît bien pour trouver son job en VC. Bienvenue à tous dans Entretien avec un VC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eve Sebag. Bonjour Eve. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler démocratisation de l'investissement et surtout démocratisation de l'investissement dans la jeunesse. On va parler aussi d'accès et d'investissement au féminin. Donc, pour parler de tout ça, j'ai eu le plaisir de t'inviter. Merci d'avoir accepté l'invite. Et je vais t'inviter, avant toute chose, à te présenter, comme à l'accoutumée, à me dire comment tu en es arrivé là, pourquoi le monde du venture et pourquoi tout ça dès le plus jeune âge. Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, je m'appelle Eve, j'ai 25 ans. Donc moi, j'ai grandi avec un père qui était dans l'écosystème. Donc depuis mon collège, en fait, j'écoutais BFM Business dans la voiture, j'entendais les success stories du début de la French Tech. Donc j'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat. À 14 ans, j'ai ma première idée de start-up. J'ai envie de monter une boîte de babysitting où on mettrait en relation des babysitters avec des familles. À 16 ans, je monte une petite marque de bijoux. Donc moi, voilà, entreprendre, c'était toujours quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée. Je fais un parcours assez classique, prépa, école de commerce. J'intègre l'EDEC. Je me spécialise en finance. Là, je suis en dernière année. Je fais un double diplôme avec les mines de Paris en Sustainable Finance and Climate Change. Et en fait, moi, qui étais très intéressée par l'entrepreneuriat et j'avais également un attrait pour la finance, c'est devenu assez logique finalement que je commence en VC. Et c'est comme ça que j'ai fait mes 4 stages en VC. Un premier donc à Tel Aviv chez Glilot, qui est un fonds cyber. J'ai ensuite rejoint Move Capital, un fonds de grosse equity à Paris. Puis Ok. Ring, du Pre-Seed Seed Impact. Ouais. Et enfin BGV, qui est un fonds IA. Et Ring en grosse. Non, Ah non, Ring en Pre-Seed en Seed. précide. Ouais, exact. Donc Et- je suis passée par tout type d'investissement et de stade de maturité. Ok, génial. Et qu'est-ce que tu retiens de ces expériences et est-ce qu'il y a on pourrait se poser déjà cette première question, il y a une grosse différence entre ton expérience de stage à Tel Aviv et celle que tu as eue aujourd'hui en France? Ouais, c'est une bonne question. Moi, ce que j'ai adoré du coup à Tel Aviv, c'est découvrir l'aspect portfolio support et value creation. Donc, c'est un aspect qui est très démocratisé aux US et en Israël. Et c'est le fait qu'une fois qu'on investit, il faut absolument accompagner les startups, Ouais. surtout en early stage. Ouais. Donc là, ce modèle arrive un peu en France, mais c'est vrai que là-bas, il y avait toute une équipe de value creation, de juniors en fait, qui aidaient concrètement les startups au quotidien. Quoi. Ok. Et ça, tu le vois pas trop en France Si, aujourd'hui? justement, ça arrive, Ça arrive. mais j'ai l'impression qu'en France, c'est aussi mené par les partners qui vont mettre en relation, grâce à leur réseau, les entrepreneurs avec d'autres professionnels, mais moins des équipes de jeunes qui aident les startups. Et après, ouais, Et il y a c'est souvent maintenant les operating partners qui ouais, font exact. ce métier. C'est vrai que c'est souvent des personnes un peu seniors parce que généralement, c'est là qu'il y a quand même du gros réseau. Toi, tu as vu d'expérience, en tout cas, que ça pouvait marcher autrement. Ça pouvait être aussi on va dire, des équipes plus juniors qui ont leur rôle à jouer dans ce développement et l'accompagnement des boîtes. Ouais, exact. Je pense qu'en termes de mise en relation, c'est vrai qu'il faut que ça reste par les partenaires et il faut un certain niveau de seniorité. Mais après, il y avait des aspects plutôt trouver des clients, contacter des clients, vraiment de l'aide au quotidien comme un espèce d'incubateur qui peut aussi être mené par des jeunes. Ok.
Donc, on en revient à tes expériences. Tu fais tes 4 stages en VC. C'est quand même assez fort et assez rare que tu Ouais. puisses faire tout ça. Pourquoi tu n'as pas eu envie d'aller faire un stage du côté peut-être d'une société financée par un VC alors que dès le plus jeune âge, tu étais entrepreneur? Ouais, je pense que c'est une bonne question aussi. Je pense que pour être VC, il faut un certain niveau de maturité. C'est-à-dire que il faut être assez proactif, assez autonome. Et c'est vrai que moi, je pense que mes premières expériences, je l'étais pas assez. Et ça m'aurait vraiment aidé de passer par un poste de chief of staff, bras droit du CEO. Et si c'était à refaire, je pense que je commencerais plutôt par la start-up Ouais, et j'irais ensuite en VC. ok. Euh, on discutait tout à l'heure en off, et puis c'est quand même une des choses qui on va dire, est très visible dans ton profil. Tu as été une des cofondatrices de Next Gen VC. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Et pourquoi, pareil, ça vient d'où cette idée? Ouais, bien sûr. Donc, j'ai créé Next Gen VC avec Toscan, qui est actuellement chief of staff d'ailleurs, il y a 1 an. Chez qui? Chez Celeste Science, qui est Ok, l'ancien TELUS AI, donc ils font de la prédiction de risque climatique. ok. Ça te parle. Peu, mais, Boîte française. mais il n'est pas dans le VC. Quand on s'est rencontrés, elle était Ouais, chez Galion Exé, ouais. donc on était stagiaires en même temps. Et en fait, à ce moment-là, on voyait que les communautés de VC étaient quand même assez fragmentées. Et quand on voulait organiser des afterwork, il y avait des groupes WhatsApp un peu inactifs, parce que finalement, les promotions de stagiaires tournent tous les 6 mois, donc c'est difficile de maintenir cette communauté-là. Et on s'est dit, donc il y avait déjà Baby VC qui existait, Ouais. mais nous, on n'avait pas participé à Baby VC, et donc on n'avait pas forcément de communauté VC à laquelle on s'identifiait, et donc on a voulu lancer en fait la nôtre. Et donc aujourd'hui, Next Gen VC, c'est la plus grande communauté de junior VC en France, et on a 2 groupes. Un groupe pour les stagiaires et les aspirants VC, qui regroupe à peu près 500 personnes, et un groupe pour les gens qui sont déjà en poste, donc en CDI, qui regroupe environ 100 personnes. D'accord. Et c'est quoi la promesse en termes de groupe? Comment vous êtes organisé? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que vous proposez? Ouais, alors nous, la promesse, c'est de vraiment aider les jeunes à développer leur network. On pense que c'est essentiel, notamment pour l'échange de deal flow, enfin voilà, pour créer des relations au sein du VC. Et donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, on fait à la fois des after-work, donc de manière assez classique autour d'un verre. On fait aussi ce qu'on appelle des blind VC lunch. Donc ça, c'était un peu notre idée. Moi, je sais que parfois, j'étais un peu timide de rencontrer des gens en one-to-one. D'accord. Et je me suis dit, ce serait quoi un peu mon rêve pour rencontrer des VC hyper facilement? Ça serait de faire des déj avec des inconnus VC à 5-6. Voilà, pas tout seul, en tête Voilà, à c'est tête. ça. Pour pouvoir Pour briser un peu discuter, pour briser la glace, pouvoir discuter un peu avec tout le monde. Et donc l'idée, c'est on s'inscrit au shotgun et le jour J, on découvre avec qui on déj. Et donc c'est trop sympa. Et ça nous permet de découvrir des gens, de développer des relations de qualité, parce que c'est important aussi, ce qu'on trouve un peu moins dans les afterwork. Voilà. Et comment ça fonctionne? Il y a un modèle, c'est une association, c'est une entreprise? Alors pour l'instant, il n'y a aucun modèle, D'accord. c'est assez C'est un flou. mouvement. C'est une communauté, Ouais. donc c'est des groupes WhatsApp, une page LinkedIn, et voilà, ça suffit pour se lancer. Et ça fait combien de temps? 1 an, 1 an. ouais. Et je sais pas comment ça se structure, comment ça s'organise, et quel est un peu le taux de réponse, tu vois, Ouais. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que donc j'ai organisé pas mal d'événements autour de l'entrepreneuriat, etc. Et c'est vrai que dès que c'est du VC, on a énormément d'inscrits. Donc ça peut être donc les afterwork, on arrive à faire des afterwork avec 50, 100 personnes. Quand on fait des roundtables Et avec quand tu fais des ouais, afterwork, c'est que des stagiaires, stagiaires VC. aspirants ou CDI. Mais aspirants, ça veut dire qu'ils aimeraient être stagiaires VC, Ouais, c'est ça? ouais, Ok, donc en fait, je suis un entrepreneur, je peux venir squatter dans ton... tu peux. Mais Ouais. ça a une utilité? Ça peut. On a des entrepreneurs qui viennent parfois, notamment quand on fait des roundtables avec des partenaires, pour avoir un peu des insights de l'autre côté. D'accord. En fait, on est une communauté vraiment ouverte. Et le but, c'est de créer des relations. Donc, c'est pour les VC. Après, s'il y a quelques exceptions, c'est pas grave du tout, quoi. Et comment tu vas faire tenir ça? Puisque ça a à peine 1 an, vous êtes déjà nombreux. Est-ce que Ouais. vous avez réussi à structurer ça pour faire en sorte que ça te survive? Ouais, bien sûr. Donc, pour l'instant, c'est assez bien réparti les rôles avec Toscan.
Moi, je gère tout ce qui va être Blind VC Lunch, After Work. Elle va gérer les relations pour les roundtables, pour les workshops. Donc, D'accord. on est hyper bien organisé comme ça. On se fait des petits calls de manière assez informelle. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, selon ce qu'on fait dans quelques années, etc., il faudra embaucher, entre guillemets, d'autres bénévoles pour le faire tenir, quoi. Et est-ce que vous avez eu vos premiers succès, c'est-à-dire des personnes qui ont été embauchées grâce à NextGen VC ou des personnes qui ont eu des stages grâce à Ouais, NextVC? on a écrit un guide, en fait, pour obtenir un stage en VC. Donc ça, c'est un point assez important, c'est qu'aujourd'hui, en école, on n'est pas forcément formé au métier de VC et on ne sait pas du tout répondre aux questions, en fait, en entretien. Donc, on a essayé de regrouper toutes les questions qu'on avait pu avoir dans nos différents entretiens VC. Et c'est vrai qu'on a plein de retours. Enfin, les gens sont super contents de ce guide. On a essayé de faire quelque chose d'à peu près exhaustif, mais en fait, tout le monde contribue en fait à son écriture en nous faisant des retours. Et il y en a plein qui nous ont dit bon, j'ai eu un stage. Après, je sais pas, c'est totalement grâce à nous, mais ça fait quand même plaisir, quoi. Donc, un petit peu de contenu, de Ouais, l'éditorial du contenu, beaucoup de réseaux. J'ai ouais, l'impression que c'est ça la secret sauce. ouais. Et après, vous organisez, quand vous parlez d'afterwork, c'est des fêtes, Ouais. c'est des... Donc en fait, on organise des after-work. Donc c'est vraiment, on se regroupe dans un bar et les gens discutent entre eux. Les blind VC lunch dont je t'ai parlé. Et ensuite, on fait des roundtables avec des partenaires. Donc on prend 2 partenaires de fond. On fait une demi-heure de roundtable. Puis Ils racontent leur networking. vie sur Voilà, c'est ça. ou une thématique Ouais, abordée. soit thématique, conseil aux jeunes VC. Et après, les jeunes VC ont beaucoup de questions. Donc c'est beaucoup d'échanges Vaut aussi. mieux, c'est bon signe. Ouais. Parce que c'est un peu leur métier de tous les jours. Et comment tu définirais cette nouvelle génération d'aspirants VC, de jeunes VC à laquelle tu fais partie? Ouais, je pense que le VC s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, notamment grâce aux émissions comme Shark Tank, qui veut être mon associé. Je pense qu'il y a 5 ans dans les écoles, c'était rare de vouloir être VC. Aujourd'hui, tout le monde veut être VC. Tout le monde est convaincu que c'est un métier génial. Ça fait plus de concurrence. Donc voilà, il y a de plus en plus de monde qui veulent être VC d'une part. D'autre part, on n'est pas formé en école. Donc il faut absolument rejoindre des communautés qui vont nous apporter quelques éléments pour pénétrer ce monde un peu inconnu, mystérieux du VC, quoi. Aujourd'hui, on est dans une période un peu, particulière. Il y a pas mal d'événements géopolitiques qui viennent un petit peu, qui mettent à mal l'investissement. C'est quoi le sentiment en ce moment des jeunes, tu vois, des apprentis VC? Oui, alors il y a une certaine inquiétude chez les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fonds hyper classiques VC qui recrutent. Serena, Euraseo, 50 Partners qui vient encore de sortir une offre. Et d'un autre côté, en PE, en M&A, il y a aussi peu d'offres. Et finalement, je pense que par rapport à ces secteurs-là, le VC, il y a quand même des offres qui sortent, quoi. Oui, tu as envie de Donc je suis rester assez optimiste. optimiste Ouais. sur... Mais tu me dis qu'il y en a vraiment de plus en plus. C'est déjà un métier où c'est pas, voilà, où les places sont chères, comme on dit. Tout le monde ne peut pas rentrer en VC. Euh, Toi, la température, voilà, tu sais pas là pour le moment comment ça réagit. Bah, par exemple, je peux prendre mon exemple personnel. Moi, je suis pas encore en poste, je finis mes études. J'adorais rentrer en VC. Je me dis, si je trouve pas en VC, je peux aussi rentrer en tant que chief of staff et revenir en VC un peu plus tard. Je pense qu'il y a d'autres aussi opportunités pour ceux qui veulent faire du VC et il faut pas être trop inquiet. Enfin, ça viendra, quoi. C'est quoi Chief of Staff? Alors, chief of staff, ça veut tout et rien dire Ah selon ouais. la taille de la boîte. Si tu es le premier commercial, tu peux être sales au départ. Plus la boîte grossit, plus ton métier devient un peu plus stratégique. Ça dépend vraiment de chaque boîte. Mais c'est un peu co-construire une startup, être un peu entrepreneur et rejoindre une startup. Et c'est hyper intéressant aussi, Ouais, quoi. c'est cette partie-là de lancement, de propulsion de la startup qui t'intéresse, en tout cas en alternative potentielle. Exact. Euh, Ce que je trouve assez fou, c'est justement réunir une communauté aussi importante, aussi rapidement. Est-ce que tu peux nous partager un peu à la secret sauce de l'animation de la communauté comment vous utilisez, quel type d'outils vous utilisez, quelle est la data que vous récupérez et comment vous en emparez en fait de tout ça? Oui, bien sûr. Je pense encore une fois que quand ça parle de VC, les gens sont hyper Hyper motivés. motivé. Donc, c'est pas vraiment grâce à nous. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait un manque. Les gens veulent participer à des events, veulent faire partie d'une communauté. Donc, nous,
on a regroupé cette communauté, mais finalement, ils participent aussi à notre succès. Je sais pas si c'est clair. Et Ouais, du coup, mais nous, comment on l'anime? On envoie des messages WhatsApp. beaucoup WhatsApp. Ouais, beaucoup WhatsApp, beaucoup LinkedIn. Il y a aussi du personal branding pour que les gens nous connaissent. On fait aussi en sorte que dès qu'il y a un roulement dans les stagiaires, ils rejoignent la communauté, etc., etc. Mais ça s'est fait assez facilement, notamment par rapport à Chios, et on pourra en reparler Ouais. ensuite. Mais c'était plus facile de regrouper des gens autour du VC qu'autour de l'entrepreneuriat, par exemple. Bah, c'est très bien parce que ça me fait un super pont. Tu es aussi à l'initiative et la présidente fondatrice de Chios, qui est une association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et aussi, voilà, pourquoi tu te mets à gérer 2 projets de front comme ça Oui, bien sûr. Alors, du coup, Chios, c'est la première association étudiante en France qui va promouvoir à la fois l'entrepreneuriat et le venture capital féminin. Ok. Donc, en fait, c'était il y a 2 ans, 8 mars 2023. Je tombe sur des chiffres assez affolants. 2% des fonds levés depuis 2008 l'ont été par des femmes. Euh, Dont la promotion est principalement expliquée par Sista. Bien C'est sûr, donc que exact. tu suis, Études Sista BCG. Donc, enfin, voilà, ouais. je le vois sur leur compte et je me dis comment, à mon niveau, je peux agir. Est-ce qu'il existe des initiatives chez les étudiants qui peuvent promouvoir l'entrepreneuriat féminin? Nous, en école, on a énormément de temps. Donc, finalement, ne serait-ce pas le meilleur moment pour entreprendre? Et donc, j'ai voulu voilà, créer mon initiative. Donc, comment ça se fait concrètement? J'ai l'idée, j'envoie un message sur LinkedIn, sur Facebook, j'ai envie de monter une asso dans l'entrepreneuriat féminin. Au début, il y a 10 copines qui me rejoignent et let's go, quoi. Et aujourd'hui, c'est combien de Et personnes? aujourd'hui, c'est une équipe de 30 bénévoles. C'est une équipe qui est très structurée. C'est une communauté d'environ 5000 femmes qui nous suivent, donc des femmes d'entrepreneurs, VC, d'incubateurs, de family office. Enfin, c'est vraiment une communauté très large. C'est quoi la mission principale de Chios? Toi, tu l'avais monté pour voilà, faire en sorte de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et l'investissement. Mais du coup, tu t'es attaqué à quoi en premier? Et qu'est-ce qui, finalement, plaît et crée le déclic, fait qu'il y a autant de femmes qui te rejoignent? Et d'ailleurs, est-ce que c'est ouvert qu'aux femmes ou un homme peut y participer? Oui, bien sûr. Donc pour l'instant, je vais répondre d'abord à la dernière question. C'est ouvert aux femmes, mais les coachs qui vont former les entrepreneurs, les VC qui vont former les étudiantes sont mixtes, quoi. Mais c'est D'accord. dédié aux femmes. C'est l'objet de l'association, pour être clair. Et du coup, ce qu'on propose aujourd'hui, on a 2 types d'actions. La première, donc, c'est un incubateur qui accompagne 15 startups par an. Ok. Il y a du coaching, donc c'est 100% gratuit et c'est ça notre particularité. Et une Et fois. il est où? C'est quoi cet incubateur? Alors, c'est en visio et il y a des en fait, c'est un D'accord. format hybride, visio et présentiel. Ok. Donc, nous, on organise des masterclass sur différentes thématiques, de la création de la startup à la levée de fonds, au pitch, etc. Et on fait intervenir des coachs. Il y a du coaching en one-to-one, il y a des masterclass. Donc, c'est vraiment un format hybride. Et tu l'as co-construit, enfin, tu l'as construit avec les bénévoles, ça Alors, au départ, on faisait des masterclass 100% en visio pour les Ok. femmes entrepreneurs, où on faisait venir donc des coachs sur des visios qui formaient sur certains thèmes. Donc, par exemple, comment signer son premier client. Et on faisait venir un peu des experts, comment bien pitcher, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer un incubateur finalement pour des étudiantes. Et en fait, on a lancé ça à 4. Et ça a pris pas mal d'ampleur à un moment où j'ai fait une rencontre. Et cette rencontre m'a dit, faisons le démo day à l'Assemblée nationale. Donc là, ça a été un tournant de l'assaut, je pense. D'accord. Le simple. Mais parce que cette rencontre, c'est un ou une députée, c'est. Alors en fait, c'était une incubée à Polytechnique qui avait monté plusieurs startups, qui connaissait quelqu'un à l'Assemblée. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à faire un déj à l'Assemblée nationale. Et on a organisé notre premier Démo Day avec 300 personnes. Et là, le prochain a lieu à la fin du mois, donc le deuxième, pour notre deuxième année d'existence, encore avec 300 personnes. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un shift, je pense, dans l'assaut. Vachement bien. Ça me rappelle le Fun Truck. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu Ouais. parler de ce concours, mais qu'on avait créé avec SobiFund et où, pareil, c'est ce côté un peu foufou. Et ben, on se retrouvait, tu vois, à Bercy, dans la cour de Bercy du ministère, avec notre petit camion pour le financement, parti de rien. Donc, je vois que tu as l'esprit entrepreneurial et que vous lâchez rien là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui t'a le
voilà, le plus fasciné ou le plus ouais, qui t'inspire le plus finalement dans cette expérience avec Chios aussi? Ce qui m'inspire, c'est de... Je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque de représentation pour les femmes entrepreneurs et que les étudiantes, les jeunes ont besoin de modèles hyper clairs de femmes entrepreneurs qui réussissent à créer leur start-up et il faut s'en inspirer. Et en fait, nous, l'idée avec Chios, c'était aussi de montrer que voilà, des jeunes peuvent réussir à créer leur boîte pour inspirer d'autres personnes. Et moi, c'est un peu ça ma mission. Et comment tu te positionnes par rapport, parce que moi je suis aussi un fervent convaincu du fait que les entrepreneurs doivent entreprendre dès le plus jeune âge. J'aime beaucoup PSL, de Lab et aussi le statut d'entrepreneur étudiant qui maintenant existe. Ouais. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Justement, vous les informez sur cette possibilité d'avoir ce statut? Comment ça se déroule? Oui, bien sûr. Alors, déjà, par rapport à ça, moi, j'ai collaboré avec Paul Midi à des petits déjeuners sur l'entrepreneuriat étudiant. Député de Paris-Saclay, Exactement. qu'on connaît bien chez les Ouais. investisseurs. Ouais, et qui, en fait, est très impliqué dans cette cause de l'entrepreneuriat étudiant. Et donc, en fait, nous, l'idée, il a regroupé des étudiants entrepreneurs, des personnes comme moi qui avaient monté des assos d'entrepreneuriat étudiant. Et en fait, l'idée, c'est de trouver des solutions concrètes pour aider les étudiants à entreprendre. Donc, par exemple, on a pensé à une alternance étudiant. Donc, finalement, que quelqu'un pourrait financer le fait que les étudiants puissent entreprendre pendant leurs études. Parce que des fois, c'est pas forcément... ça peut être compliqué d'entreprendre pendant des études en termes de temps, etc. Donc là, on réfléchit à des modèles un peu hybrides entre études et entrepreneuriat. Mais c'est intéressant, mais l'alternance où tu serais payé pour monter ta boîte, Ouais. mais du coup, c'est vraiment de la philanthropie de la part de la boîte, parce que c'est quoi son intérêt à la société? Aujourd'hui, l'apprenti, il travaille quand même pour la société X jours par mois. Là, c'est quoi l'idée? En fait, ouais, bien sûr. Non, en fait, l'idée, c'était une des idées qui avait été proposée, et en fait, c'était plutôt que l'État paye l'étudiant entrepreneur, et ça serait une forme de financement, de financement de pour que l'État. lui puisse créer sa start-up. En fait, aujourd'hui, les étudiants qui créent leur boîte ont le choix entre soit faire un stage, soit une alternance, mais pas le choix de créer leur boîte. Finalement, l'État, les écoles nous aident pas forcément à créer notre boîte non plus. Donc c'était un peu ça l'idée avec cette alternance. Mais c'est intéressant, et vous pourriez peut-être même pousser, j'adore le brainstorming là-dessus, mais vous pourriez même pousser l'idée que peut-être demain, l'entreprise ou une entreprise pourrait financer l'étudiant entrepreneur en échange d'un petit bout d'equity ou en échange d'un engagement, je ne sais pas, sur des résultats, en tout cas en trouvant un côté win-win. Je pense que ça peut intéresser des chefs d'entreprise. Ouais. C'est hyper important et je pense que les jeunes, vraiment, ont leur carte à jouer et c'est à nous aussi de pousser ces idées-là parce que c'est nous qui le vivons. Et finalement, nous, on doit être aussi engagés pour cette cause et pousser ces idées-là, quoi. C'est vachement intéressant. Et donc, du coup, tu fais cette super rencontre, donc aussi avec Paul Midi, et vous organisez ces événements. 300 personnes. Est-ce que tu peux nous en dire encore un petit peu plus? Il y a quoi d'autre? Donc, on parlait de l'incubateur, on parle de ces fameux démodés. Donc là, c'est quoi? Vous investissez, vous faites intervenir des investisseurs qui viennent écouter des pitchs? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la première partie de Chios, donc autour de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc le Demo Day, on invite un peu tout notre réseau, donc des VC, des incubateurs, des représentants d'écoles, des étudiants. Et finalement, nos startups incubées pitch. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et la seconde partie, c'est la formation au métier de VC pour les étudiantes. Ok, donc c'est assez proche de Next Gen VC finalement. Vous avez pas mal de ponts. Est-ce qu'il y a des ponts justement qui sont faits? Là, on va lancer des Blind VC Lunch 100% féminins, par exemple. Chios X Next Gen VC. On va aussi lancer une roundtable avec des partenaires exclusivement féminines. Donc oui, il y a des ponts parce qu'on est très proches, quoi. Enfin, comme c'est moi qui ai co-créé un peu les deux, forcément, il y a des ponts, quoi. Et tu parlais tout à l'heure il est important que les étudiantes aient particulièrement des modèles de réussite féminin. Ouais. On discutait avec d'autres invités, les modèles, ils sont quand même un peu toujours les mêmes aujourd'hui, les mêmes femmes, et on les adore. Tu vois, Céline Nazort, je lui fais un coucou. Mais du coup,
comment vous percevez la jeune génération? C'est qui les nouveaux modèles féminins de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous arrivez à en ressortir de nouveaux? Enfin, comment ça se passe? Ouais, bien sûr. Donc nous, on a une volonté de communiquer sur des modèles. Donc chez Chios, par exemple, une fois par semaine, on publie des portraits d'entrepreneurs féminins, françaises ou pas, et on explique leur histoire. Donc ça, c'est enfin, voilà, un moyen de communiquer et de prouver que ça existe. Et donc on se force en fait à en faire chaque semaine pour montrer qu'il y en a beaucoup, quoi. Vous faites un peu comme Charlie Perrault avec un portrait par semaine féminin, quoi. Exact, exact. Mais Et de toute façon, c'est toujours complémentaire. Enfin, c'est toujours d'autres femmes. C'est vrai qu'il y en a certaines qui reviennent tout le temps. Donc, l'idée, nous, c'est des plus petites entrepreneurs, par exemple, ou des moins connues ou pas françaises, pour diversifier un peu. Moi, une que j'adore, c'est par exemple Mélanie Perkins qui a créé Canva. Bon, elle est très connue, mais c'est vrai que moi, elle me fascine. Donc voilà. donc, outre-Atlantique, là, pour le coup, Ouais, voilà, exact. elle est australienne. Ouais, Et, tout à fait. et qu'est-ce qui, justement, qui a un profil un peu international, qu'est-ce qui te fascine tant? Pourquoi elle te fascine tant? Je la trouve hyper persévérante. Il y a une centaine de VC qui lui ont fermé la porte. Elle a réussi à créer une solution avec énormément de concurrents, des géants. Et finalement, elle a réussi à créer son branding. Moi, Canva, j'utilise ça tout le temps. Enfin, et je peux plus m'en passer. Donc voilà, je la trouve trop forte. Elle est hyper jeune. Elle a, je crois, 26, 27 ans. Elle est déjà milliardaire. Elle a créé un outil indispensable. Je la trouve géniale, quoi. C'est vrai que ouais, c'est une sacrée histoire et une sacrée personnalité. Et comment tu vois, si on revient un peu à Next Gen VC, à ton expérience d'apprenti VC, euh, c'est quoi un peu les difficultés que tu as rencontrées lors de tes stages? Parce que bon, voilà, c'est un super métier, mais en réalité, on va peut-être un petit peu aussi parler de c'est quoi la réalité de ce métier. Dans les stages, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Oui, bien sûr, donc il y en a beaucoup. La première, je veux dire que ce serait le fait que moi, j'ai pas un background tech. Donc au début, quand je faisais des calls avec des entrepreneurs tech, je comprenais rien Ce du qui est tout. raconté. Je comprenais mais ni le problème, ni la solution, ni le marché. Et au début, je me sentais pas du tout, du coup, légitime pour analyser ça. Avec le temps, j'ai compris que mes collègues comprenaient pas forcément tellement plus, mais que c'était pas grave en fait. Et qu'après, c'était à nous de faire nos recherches. Donc c'est une question, quand je parlais de maturité tout à l'heure, c'est avoir cette maturité de c'est pas grave de pas comprendre, on va faire les recherches et on va comprendre, quoi. Ouais, ouais. Et ok. Et après en termes de, c'est quoi? Donc tu as un peu le syndrome de l'imposteur quand tu prends Ouais, tout à fait. tes décisions. Le métier d'analyste, le métier de venture, c'est souvent le métier du non. On dit tout le temps non aux entrepreneurs qui recherchent des financements. C'est quelque chose qui est difficile quand on Ouais. est jeune de dire non à quelqu'un dont c'est la vie, Ouais. vraiment dont il a mis généralement toute son énergie et ses financements personnels dans cette aventure. Et toi, tu vas être amené à juste lui dire non. Comment tu vis la chose? Ouais, bien sûr. C'est hyper dur de se sentir légitime de dire non, non seulement en tant que jeune, et ensuite en tant que personne qui a jamais créé d'entreprise. Euh, Notamment chez Ring, je l'ai beaucoup appris qu'il fallait avoir énormément d'empathie et beaucoup d'humilité face à ces entrepreneurs. Prendre le temps, si on a fait des calls, de les appeler, de trouver des raisons, de souligner les points positifs et de les faire avancer en fait avec ce non. C'est vrai que moi, je n'étais pas forcément hyper à l'aise de dire non et je laissais la tâche aux un peu plus seniors, surtout quand on avait déjà eu des calls. Donc c'est quelque chose, ouais, où j'étais pas forcément hyper à l'aise. Et tu as déjà eu la chance de voir un entrepreneur euh, que tu as rencontré qui a été financé? Ouais, bien sûr. Donc moi, par exemple, chez Ring, j'ai suivi une boîte qui s'appelait Energy X, qui fait de l'energy management system pour les small industries. Et j'étais là vraiment depuis le premier call, depuis day one. Donc c'était hyper intéressant de voir tout le Tout le process en fait process, ouais. d'invest. Ouais. Et jusqu'à la due diligence, jusqu'à Ouais, l'investissement. ouais. Le métier d'investisseur aujourd'hui, euh, il n'est pas forcément connu de la part justement Ouais. de ces apprentis VC qui viennent toquer peut-être à la porte de Next Gen VC en tant qu'aspirants. Est-ce que vous leur apprenez le métier? Où est-ce que je peux avoir de l'information pour nos auditeurs et tous ces aspirants VC? Comment ça se passe en fait? Ouais, bien sûr. Alors du coup, nous, les gens qui participent un peu à nos événements et qui rejoignent un peu notre communauté veulent déjà un peu rentrer en VC. Donc c'est vrai que c'est vraiment ces gens-là qu'on va toucher. Et ensuite, moi, toutes les personnes qui veulent faire du VC, je les encourage énormément à venir à nos events et à parler
avec des stagiaires actuels, à venir à nos roundtables, écouter l'expérience, etc., pour se faire une idée de ce que c'est réellement, quoi. Et est-ce que justement, au travers de tes expériences ou des expériences de tes connaissances, il y a quelque chose qui est pas évident ou pas connu du métier d'investisseur? Je m'explique. À titre d'exemple, chez SoWeFund, on reçoit beaucoup de candidatures et on reçoit plein d'apprentis investisseurs apprentis et de stagiaires. Et souvent, quand ils viennent, lors de nos entretiens, et je me rends compte qu'ils ne se rendent pas compte qu'il faut aller sourcer des deals. Ça, c'est quelque chose ça n'existe pas dans le monde du venture aujourd'hui, où il vient tout seul et on analyse des deals. Est-ce que c'est quelque chose dont vous faites la promotion, ou vous faites un peu de pédagogie sur le fait que le métier de venture analyst, il y a analyste, mais il faut aller trouver le dossier. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est un peu la différence entre NextGen et Chios. C'est que Chios, c'est vraiment pour les débutants, ceux qui connaissent vraiment pas ce qu'est le VC. Et là, on va vraiment reprendre les bases et expliquer. On l'avait notamment fait chez 360 Capital, prendre en fait un agenda d'un VC analyste et montrer comment est réparti le temps. Donc les calls, l'échange de deal flow. Et ça, c'était super intéressant pour les étudiantes de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on fait quoi, en tant que VC. Et en fait, NextGen, c'est un peu le step d'après. C'est une fois qu'on connaît un peu plus, on va creuser des sujets. Donc, par exemple, comment analyser un BP. Donc, c'est quand même une step un peu plus loin, quoi. Et est-ce que tu peux nous partager un peu, pour ceux qui connaîtraient le moins, comment ça se passe la journée type d'un stagiaire dans un fonds d'investissement? Oui, bien sûr. Donc, il y a 3 types de missions, je pense. Il y a un premier type de mission, ça va être le sourcing. Donc, comme tu as dit, c'est trouver des pépites, des bonnes startups. Ça se fait par plusieurs moyens. C'est échanger avec d'autres stagiaires analystes. Donc, échanger en fait un peu les deals qu'on voit selon nos thèses, premièrement. Deuxièmement, c'est aller à des démo days, des événements, échanger aussi avec des incubateurs, des programmes d'accélération pour trouver des startups. Troisièmement, sur le sourcing, ça va être revoir des portefeuilles de fonds. Donc, par exemple, moi, je suis en fonds Serie A. Je vais regarder des portefeuilles de fonds seed sur ma thèse et trouver des startups qui pourraient fitter. Qui auraient été financées voilà, exactement. valablement. Okay. Donc ça, c'est un premier type de mission. Ensuite, il y a une grosse partie. Donc, il y a évidemment les calls avec les entrepreneurs tout du long. Mais une deuxième grosse partie, ça va être tout ce qui est analyse. Donc, on va analyser toute la data room, donc la compétition, le market sizing, revoir un peu le BP. Et enfin, troisième partie, je pense que c'est tout ce qui va être expert call, rêve call sur les fondateurs. Et ça, on participe aussi avec nos seniors sur cette partie un peu d'expert call. Et ensuite, du coup, évidemment, il y a toutes les tâches un peu annexes, un peu de com, un peu de... Et si je rebondis sur refer call... là, ton job avec le senior, c'est de t'assurer de quoi? De t'assurer de la vérité, de ce que tu as partagé l'entreprise? C'est quoi exactement? Ouais, bah ça dépend. Donc, par exemple, nous, si je reprends l'exemple de Energix, qui était un energy management system pour les small industries, est-ce que les small industries ont vraiment besoin de cette solution? Donc ça, c'est une question qu'on se pose. Et donc moi, par exemple, j'avais contacté 200 directeurs d'usines sur LinkedIn pour leur demander, et essayer de faire des calls avec eux pour leur demander qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui, est-ce que vous en avez besoin? Donc c'est aussi trouver des témoignages sur le terrain pour voir si la solution est vraiment utile, quoi. Ok. Et alors, est-ce que tu as déjà rencontré sans citer de nom, constater des mensonges ou inexactitudes, ou que la techno n'était pas celle qui était défendue? Pas vraiment dans ce sens-là, mais pour citer un exemple un peu intéressant, on avait vu une boîte chez Ring qui faisait du vernis semi-permanent éco-responsable. Et comme le fondateur de Ring avait investi dans Cézanne, on avait une relation du coup avec le cofondateur de Cézanne et on avait pu l'avoir au téléphone et il nous avait un peu expliqué pour lui ce que représentait une véritable marque, c'était quoi un peu les attributs d'une marque, et c'était hyper intéressant d'avoir un tel témoignage quoi, en tant que stagiaire.
Ah oui, oui. Ok. Mais les ref calls, c'est aussi des vérifications Ouais, d'informations, on est d'accord. ouais, Parfois, pour s'assurer que l'entrepreneur nous a dit ou a dit ce qu'il fait ou fait ce qu'il dit. ouais, tout à fait. Et aussi sur RevCall, sur les fondateurs, des gens qui ont pu bosser avec Avec eux. eux pour avoir leur retour d'expérience Exactement. Sur sur. la personnalité même du founder, quoi. Euh, tu reviens un peu au quotidien du stagiaire VC finalement. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager d'autre? C'est c'est un métier qui est intense, c'est un métier. Comment tu vois les choses? Ouais, je pense que c'est un préjugé de penser qu'en VC, c'est un métier où juste on va prendre des cafés. Je pense qu'il faut être hyper organisé. Et ce qui est un peu difficile, c'est un peu de passer du coq à l'âne. Ça veut dire qu'on va passer de un call avec un entrepreneur à faire un peu de com, à analyser un BP. Et il faut être super organisé dans son emploi du temps. Mettre beaucoup de networking aussi, parce que je pense que c'est une part qui est nécessaire en tant que junior VC. Échanger du deal flow, prouver à nos supérieurs qu'on peut ramener des deals aussi. Et ça, je pense que c'est important. T'as déjà ramené un deal? J'aurais aimé. J'ai pu apporter des deals qu'on n'a C'est pas très fait dur au de final, ramener un deal. mais où on a rencontré les entrepreneurs, quoi. Et justement, si tu avais un peu des tips, des conseils Oui. à donner à des apprentis, ou Mm. même en tout cas apprentis ici aujourd'hui, tu partagerais quoi? Ouais. Je pense que en tant que VC, si on veut exceller, il faut être bon dans une de ces trois missions. La première, c'est sourcer des deals. La seconde, c'est analyser et sélectionner, donc c'est-à-dire à la fois analyser les deals et les gagner. Donc c'est aussi une forme de négociation qui est hyper Hmm. importante quand il y a beaucoup de compétition. Et enfin, l'accompagnement à long terme des entrepreneurs. Et je pense qu'il faut être excellent dans une de ces trois verticales. Et j'avais par exemple parlé avec un copain VC qui me disait, moi, je suis devenu excellent dans la valorisation des startups. J'ai lu tous les articles qui existent et aujourd'hui, je peux défendre des valos de startups hyper bien ficelés. Et en fait, je pense que comme le VC, c'est un métier qui est assez généraliste, il Mhm. faut essayer d'exceller dans une verticale finalement pour se démarquer. Et toi, t'excelles dans quoi? Moi, je ne sais pas si j'excelle, mais en tout cas, j'ai essayé de tout jouer sur le personal branding, la visibilité et le réseau. D'accord. Donc aller plutôt demain être en capacité de ramener le deal ou de le Ouais, séduire voilà, dans les tout à fait. deux, dans les deux. Ouais. Et aussi que les entrepreneurs puissent me connaître en tant que VC et puissent me contacter s'ils lèvent des fonds aussi. Ok. Et justement, si on revient un peu au fait que tu aies créé Chios, pourquoi tu as créé Chios déjà aussi? Est-ce que en tant que femme, avec l'expérience que tu as vécue ces dernières années, tu sens aussi, et encore dans le secteur, euh, des différences? Parce que là, à pied d'égalité, il y a des stagiaires femmes, des stagiaires hommes. Est-ce que tu vois déjà une différence dès le départ? Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'en VC, c'est chez les juniors, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai pas forcément vu de grosses différences. D'accord. Ce qui va beaucoup changer, je pense, au niveau des partenaires. Il y a 4,5% de partenaires femmes VC dans le monde. Hmm. Mais moi, j'ai moins pu le constater vu que je suis encore junior, quoi. Donc voilà. Et pourquoi j'ai créé Ouais, c'est que les Chieuse? femmes dans le secteur n'arrivent pas à atteindre le C'est statut ça, tout à fait. de partenaire, montent moins rapidement. Voilà, exactement. Ok. Mais Mais c'est aussi une opportunité, parce que finalement, les fonds veulent aussi des femmes en tant que partenaires. Donc pour nous, moi, je le vois aussi comme une opportunité de se dire, j'ai peut-être un peu t'as bien plus de raison. chance Ouais. et je compte jouer là-dessus aussi, quoi. Et sinon, en termes d'entretien d'embauche, le fait que tu sois une femme t'as Non, pas pas du tout. aujourd'hui porté préjudice. On est dans un Pas du tout. secteur très paritaire. Comment c'est vécu? Moi, j'ai vraiment pas senti de barrière sur le fait que j'étais une femme pour l'instant. Peut-être que mon discours changera dans 5, 10, 15 ans. Euh, pour l'instant, je me sens très bien dans mes baskets en tant que femme en VC et très bien accueillie. Donc c'est pas du tout un sujet qui est porté ou qui a besoin d'être défendu. Là, c'est plutôt ce que tu veux faire savoir, connaître, promouvoir, c'est cette histoire d'accession aux hautes responsabilités et de l'autre côté qui est juste plus de femmes entrepreneurs. C'est vraiment ça que vous défendez avec Chios Ouais, tout à fait. et,
Et NextGen VC, vous avez fait, justement, tu me disais, je veux faire des petites tables dédiées aux femmes. C'est pour parler de quoi? Ouais, donc on est en train de les organiser. En fait, c'est montrer qu'il y a des femmes, donc que ce soit EduCapital, Revaya, qui ont réussi à créer Ouais. des fonds en fait en tant que femmes et lever beaucoup d'argent. Et encore une fois, c'est ce travail de représentation qui est hyper important pour nous et montrer l'exemple en fait. Et juste mettre en avant ces femmes pour donner l'exemple aux futures générations. Alors, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu pourrais aussi me partager un peu, tu es une jeune entrepreneuse, une jeune investisseuse, est-ce que tu investis aussi à titre personnel en tant que particulier? Est-ce que tu as déjà investi un ticket? Maintenant, voilà, il y a plein de plateformes qui permettent, nous comme Solifone, mais de plateformes qui permettent d'investir des plus petits tickets pour essayer et s'essayer. Est-ce que c'est ton cas et quel est ton état de culture financière quelque part? Ouais, c'est une bonne question. Donc, je suis encore étudiante, donc j'ai pas encore forcément beaucoup d'argent à Bah oui, allouer à ça. Mais c'est vrai que là, on a essayé de lancer, et je pense qu'on va réessayer dans quelques temps, de lancer un peu une activité de deal by deal chez NextGen. Donc, il y a une première startup qui est venue pitcher et on a donné l'opportunité à notre communauté d'investir finalement à nos côtés en tant que. Ça a été un grand échec, pour être d'accord. honnête. Mais c'est vrai que dans le futur, moi, j'aurais pu investir dans la startup et je pense que je le ferai et j'adorerais le faire pour l'excitation de suivre une startup dans le temps et enfin, voilà, pour la passion que c'est aussi, quoi. Parce que moi, je suis fervent convaincu qu'on n'apprend jamais mieux qu'avec son argent. Et donc, ce serait pas mal que même Ouais, avec des sommes très symboliques, ouais, des choses puissent se faire. Et je pense que vous pouvez le faire en créant des petits clubs, mais on aura l'occasion d'en reparler. ouais. Euh, et, et donc, en tant avec une casquette plus d'investisseur professionnel, aujourd'hui, si tu devais juste donner, avec ton expérience, et on sait que tu es jeune, mais je sais pas, les deux, trois conseils à n'importe quel investisseur, et encore plus s'il est jeune, que tu auras envie de lui partager avant d'investir dans une startup. Ouais, bien sûr. Je pense que j'aimerais bien partager quelque chose que j'ai appris et de laquelle je suis convaincue. Moi, au début, quand je suis arrivée en VC, il y avait parfois des startups ou des deals que je trouvais pas forcément très attrayants, mais où les valos étaient assez basses. Et en fait, moi, on m'a appris que finalement, un bon deal, c'est pas forcément la startup qui va devenir une licorne, mais aussi la startup qui peut se faire racheter dans 2 3 ans. Aujourd'hui, 50% des exits se font en seed stage. Mm. Et en fait, si la valo est assez basse et peut doubler, tripler, faire x4, finalement, ce sera peut-être un meilleur deal qu'une startup qui est hyper compétitive, où la valo est intouchable, et finalement, où ça va être dur de faire un gros multiple. Ok, hyper intéressant. Donc, être très attentif aux valorisations. Euh, et c'est un très bon conseil qui n'est pas assez souvent donné. Euh, ok, est-ce que tu en as un autre en particulier? Ouais, et sinon après, bon après voilà, je reste assez junior, mais moi ce qu'on m'a toujours appris, c'est un peu, qu'il y avait 3 éléments à regarder en seed stage. C'était la tech, donc est-ce qu'il y a des vraies barrières à l'entrée? La team, et ça pour moi c'est limite le critère 1 et ce qui va nous donner vraiment envie d'investir et de dire oui. Et enfin, le TAM, donc le total addressable market. Est-ce que le marché adressable est suffisamment gros, finalement pour faire une boîte, qui va, faire assez de revenus, quoi? Ok. Et tu les as. Est-ce que dans les sociétés qui ont été investies pendant tes différentes expériences, pour toi, ça remplissait ces trois critères à chaque fois Ouais. Donc non, c'est vrai que ça reste des aspects assez théoriques. Je pense que je pense à 2 exceptions, en particulier, sans citer de start-up. La première, ça va être quand il y a pas forcément une tech exceptionnelle, mais que c'est un play d'exécution. Donc c'est-à-dire que même s'il y a pas de tech, avec beaucoup de barrières à l'entrée, les founders ont réussi à signer énormément de contrats en peu de temps et on se dit: «OK, c'est une boîte qui est hyper salesy, qui va bien se vendre» et ça reste un point hyper positif. Donc premier élément et deuxième élément, heu si le TAM n'est pas énorme au début, donc si par exemple on a envie de s'attaquer d'abord aux PME pour pénétrer le marché, se faire un nom et ensuite vendre à plus d'entreprises et étendre son marché, c'est possible aussi. Et pour moi, c'est pas du tout un red flag, c'est même une manière assez smart d'aborder son marché, quoi. de le pénétrer là-dessus? Ok. Allez, un petit dernier, si tu as Ouais. un petit dernier conseil. Euh,
Je pense qu'il faut, pour se démarquer en VC, essayer de créer des initiatives, rejoindre des assos entrepreneuriales, prouver qu'on a un côté aussi entrepreneurial, ça plaît bien, pour trouver son job en VC. Ok. Écoute, avant de clôturer cette émission, est-ce que j'aurais oublié de te poser une question à laquelle tu aurais souhaité répondre ou non? Hem, Peut-être un dernier point, c'est voilà, promouvoir le networking, promouvoir son personal branding, communiquer sur les réseaux, trouver des verticales, parler des news de la tech, parler des levées de fonds de la semaine, même pour s'instruire soi-même avant de communiquer. Je pense que c'est essentiel, pour se faire un nom dans le game, donc voilà. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter alors? D'être heureuse, non mais je rigole, mais non, voilà, moi j'aimerais bien trouver mon job, ASAP, donc voilà, j'espère pouvoir t'annoncer une bonne nouvelle, Dans quelques dans semaines. quelques semaines, ouais. Bon, eh ben, j'ai hâte et merci beaucoup d'avoir accepté Merci à l'invitation. toi. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode de Entretien avec un VC. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.